pas part au sommet de Genève qui se tiendra donc le 13 avril, le sommet de Genève, le sommet ou la conférence humanitaire, et oui, censé collecter des fonds pour les pays en crise. La RDC a été placée par les Nations Unies au niveau L3, ça veut dire au niveau de catastrophe élevée, généralisée. La RDC a refusé cette situation et ne prendra pas part au sommet de Genève, mais toutefois les Nations Unies ont fait un rétropédalage en demandant par exemple à la RDC d'y prendre part, notamment Filippo Grandi qui est en visite à Kinshasa. On va analyser cette situation. Au-delà de tout, la RDC chez Okitunda, une fois de plus, durcit le temps. La RDC n'y prendra pas part. Et oui, sur ce plateau, Harold Badibanga, qui est porte-parole du CNC. C'est une situation tout à fait politique, sécuritaire, en même temps humanitaire, qui frappe la RDC. Première question, un peu directe, votre réaction d'abord à chaud par rapport à la réaction de Kinshasa, qui refuse pour certains, par exemple pour l'Azado, de participer à une conférence qui pourrait apporter des fonds pour soulager des populations. Mais la RDC dit non. Merci pour l'invitation, Passinker, mais aussi pour la question qui est très très pertinente. Vous avez besoin d'une réponse directe. Je dis que Kinshasa a raison dans la mesure où sur l'échiquier international, surtout dans le concert des nations, on pense que quand on est dans le besoin de quelque chose, on peut marchander sa nationalité, on peut marchander ce qu'on a de plus important, c'est la souveraineté. Et s'il faut revenir sur ce qui s'est passé, il y a des chiffres qui ont été donnés par des humanitaires. Vous l'avez dit tout à l'heure que la République démocratique du Congo est classée au niveau de L3. Alors que Yémen, Syrie, oui, voilà, et dans la réalité, ça n'a jamais été L3, c'est L1. Et puis encore, nous savons que les humanitaires en question, ils vivent lorsqu'ils présentent des situations mal données. Ils ne peuvent être importants auprès de leur structure de base que si et seulement si on se rend compte qu'ils font face à des situations difficiles, ce qui permet à leurs organisations respectives de les maintenir sur terrain. Comme quelqu'un l'a dit, la phrase n'est pas sortie de moi, non kunda, no job. Le cas échéant, il faut juste appliquer cette phrase, mutatis mutandis, pour comprendre que c'est soi-disant humanitaire, entre guillemets, comprendre que s'ils ne présentent pas la situation telle qu'elle en l'édulcorant, ils ne continueront plus leur sale besogne. Il faut le dire que la RDC, quand même, la vie n'est pas honte. La situation est quand même, il y a eu des conflits. S'il faut parler des zones de conflit, notamment tout récemment en Ituri, on n'oublie pas ce qui s'est passé dans le Kasaï, plusieurs réfugiés qui se retrouvaient du côté de l'Angola. Nous avons des réfugiés aussi au Burundi, dans l'ancien Katanga, il y a des réfugiés. La situation humanitaire, on devrait quand même aussi avoir un regard dessus. Non, mais avant que les organisations dites humanitaires n'aient un regard là-dessus, il faut que la communauté internationale soit d'accord avec nous que la République démocratique du Congo elle-même et son gouvernement sous le leadership de Joseph Kabila ont un regard sérieux sur ça. Nul n'a dit que la situation humanitaire en République démocratique du Congo n'est pas préoccupante. Personne ne l'a dit. Mais le problème, c'est la volonté d'aggraver la situation comme pour montrer que la République démocratique du Congo est devenue une zone inhabitable au même titre que Yémen. Alors que si nous demandons à ceux qui ont fait ce rapport-là de nous dire le chiffre exact de ceux qui sont morts, de ceux qui sont déplacés, en tout cas, tout mis ensemble par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Mon cher frère, la situation au Yémen est pire que ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le problème aussi, s'il faut ouvrir un peu cette boîte, c'est que la position de la RDC, c'est que ce rapport n'a pas été fait conjointement. Je crois qu'il devait confronter les termes de référence et même les données à présenter. Et c'est à ce niveau que la RDC réclame. Voilà pourquoi je dis qu'il s'agit des principes fondamentaux d'établissement de rapport qui n'ont pas été respectés. Et comme le crime profite aux criminels, on doit se poser la question de savoir pourquoi ces humanitaires n'ont pas associé le gouvernement de la République démocratique du Congo d'abord à la phase préliminaire qui est celle de constat avant de passer à l'élaboration de rapports, contrairement à ce que le gouvernement de la République a toujours fait. Je prends l'exemple du ministère des Droits humains où,
pour établir le rapport de ce qu'il y a eu en termes de marches dites pacifiques, mais qui ont dégénéré ici. La ministre a associé les activistes de droits de l'homme qui opèrent en la matière, et le rapport aujourd'hui n'est pas contesté parce que chacun est impliqué, a été impliqué dans ce qui a été fait. Quoi de plus normal que des activistes dits humanitaires qui ne sont pas congolais, ça faut le dire, qui viennent chacun de son pays, qui atterrissent pour la première fois au Congo. Beaucoup ne se sont même pas déployés dans les zones dites de tension comme à Djougou, comme à Mwanza-Lomba et ailleurs. Beaucoup étaient ici. Ils ont eu ce qu'on appelle des antennes locales de correspondance. On leur a donné des chiffres qu'ils maîtrisent mal et ils amassent sans collaborer. La question, Harold Badibanga, quel intérêt pour ces humanitaires, puisqu'on les appelle les humanitaires, on ne va pas contester leur titre, qui font des preuves ailleurs, partout au monde, quel intérêt pour eux de gonfler des chiffres, par exemple? C'est parce que c'est une affaire de business. Une affaire de business. L'humanitaire devient un business aujourd'hui. Ils sont tous des businessmen, on le sait, on sait le dire. Parce que vous rappelez que dans ce pays, il y a eu un cas de jurisprudence. Il y a eu un projet, je ne sais pas moi quoi, qui a été géré, bien sûr, en République démocratique du Congo, mais par des expatriés. C'est-à-dire, on envoie l'argent pour tel ou tel autre projet, ils gèrent eux-mêmes l'argent, le projet n'aboutit pas. Et quelque temps après, c'est eux-mêmes qui disent l'argent a été mal géré. Le gouvernement de la République a eu, par le canal du ministre de la Communication et des médias, démontré noir sur blanc que s'il y a eu mégestion, c'est de la part des gestionnaires et non du gouvernement de la République. C'est un cas isolé. Qui n'a jamais été associé. Mais il faut le dire que le HCR, c'est son travail. Le HCR, c'est partout dans le monde. Nous sommes un pays des Nations Unies. Nous sommes signataires de la charte aussi. Nous sommes un pays qui est peut-être régi par une diplomatie internationale. Il y a aussi le droit international. Et que le HCR devrait intervenir dans des cas pareils, puisque c'est le travail de la charte. C'est pas aussi pour rien que le haut-commissaire est en visite à Kinshasa. Non, en droit international et relations internationales, il y a des principes sacro-saints sur lesquels on ne peut pas marcher. Vous savez que cette conférence prévue le 13 avril, hein, voilà. La République démocratique du Congo fait partie des pays concernés. Et il est anormal. Et a besoin de ces moyens pour... Nous ne refusons pas, mais d'abord, il y a des préalables sur lesquels on ne peut pas contourner. Le premier préalable, c'est qu'on ne peut pas parler de la situation d'un pays sans l'associer en amont et en aval à tout ce qui est fait pour que ce pays vienne participer. Et le Congo ne peut pas participer à cette réunion comme figurant. Non. Ça fait partie des principes sur lesquels on ne peut pas marcher en droit international. De deux, nous savons que lorsque une situation arrive en République démocratique du Congo, tout comme ailleurs, tout comme elle peut arriver aux États-Unis, en relation internationale, surtout par rapport à la charte des Nations Unies, il est un péché mortel de présenter une quelconque intervention de la communauté internationale comme une aide par rapport au pays concerné. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque un État... Même si ce pays est en crise... Ça n'a jamais été une aide. C'est peut-être de manière abusive qu'on présente ça comme une aide, dans la mesure où dans la Charte des Nations Unies, il y a les États qui ont ratifié et qui ont adhéré à la Charte. Ces États ont des devoirs, ont des obligations. Et en retour, l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, et in specie casus, l'organisation des Nations Unies, a également des devoirs et des obligations face aux États membres. Alors, il est anormal que lorsque... Je repose ma question à Harold Badibanga. Quand un pays est en crise aggravée, je crois que ce pays perd parfois aussi beaucoup dans sa souveraineté, dans sa légitimité, puisque ce pays en ce moment-là a besoin d'assistance. On voit des troupes venir de l'extérieur, on voit des casques bleus, on voit des pays voisins, on voit des forces régionales, sous-régionales intervenir. Ça devient un autre cas. Non, mais ici, il ne s'agit pas de... Je ne parle pas seulement du cas de la RDC, je parle de manière généralisée. Oui, je comprends, mais vous le savez, la politique internationale est appliquée à géométrie
variable, et c'est même ça le sens de la création des pays membres du Conseil permanent de l'Organisation des Nations Unies. C'était pour répondre à la soif des États-Unis de voir les pays qui contribuent plus à l'organisation des Nations Unies bénéficier du droit de veto. Est-ce que c'est normal? Nous disons que c'est anormal parce que là, on comprend que c'est la dictature des pays riches. Mais le cas échéant, le débat se trouve réellement à ce niveau-là, mon cher frère, parce que vous dites qu'au cas où la situation est aggravée, la situation humanitaire est aggravée, que doit-on faire? Mais au Congo, la situation n'est pas aggravée. C'est ça qui fait que la République démocratique du Congo, à travers son gouvernement, exige qu'on dise à la communauté internationale, au monde entier, ce qu'il y a réellement en termes de chiffres. Oui, on se rend compte que les Nations Unies, il y a un rétropédalage, puisque tout en demandant qu'il faut à nouveau, j'ai entendu moi-même, j'ai tendu le micro hier au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui parlait qu'il faut, oui, qu'il prenait en compte justement les réclamations de la RDC, qu'il faut encore une fois de plus dialoguer, en parler, mais qu'au finish, il voulait la participation réelle de la RDC à cette conférence. Je vous donne un exemple. Mais Kinshasa durcit le ton, puisque le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, Chiokitun, doit directement aussi réagir en gardant cette position ferme. Il a raison de réagir ainsi parce que ça, c'est le point de vue de l'ONU. Mais le point de vue des humanitaires qui ont fait le mauvais rapport sur la RDC. Mais l'ONU déjà reconnaît que c'est... Attendez, ça c'est l'ONU. Mais les acteurs qui étaient sur terrain, qui ont fait ce mauvais rapport, qu'est-ce que l'ONU leur a dit? Bien au contraire, c'est l'hypocrisie de la part de l'ONU qui, tout en disant non, il y a moyen qu'on échange autour de ça, ne reconnaît pas expressis verbis que les humanitaires qui ont fait ce rapport-là ont menti. Et ça, c'est de l'hypocrisie au niveau de la politique internationale. Ce que le Congo exige, c'est qu'on dise clairement que les rapports qui ont été donnés en amont étaient faux. On peut, même si on peut avoir besoin de quelque chose, mais c'est pas au prix... C'est ma question, c'est la RDC n'a pas besoin de cette assistance aujourd'hui. Mais malheureusement ici, c'est pas à moi de vous poser des questions, mais je dis que, est-ce que vous pouvez me citer un seul cas où les humanitaires sont intervenus avec efficacité en République démocratique du Congo et la souffrance de la population a été dissipée? Aucun cas. C'est pour dire que tout ce que la communauté internationale, à travers certains humanistes entre guillemets véreux, fait, c'est juste du folklore. Avec une intention. On a vu quand même des Nations Unies, si je peux peut-être répondre indirectement, on a vu le HCR intervenir dans le monde, on a vu en Éthiopie, on a vu un peu partout, on a vu le cas, notamment la plupart des camps des réfugiés qui étaient dans l'Est du pays, on a vu en Centrafrique, on a vu... Mais je n'en ai pas vu, on a vu qu'après avoir géré la situation, parce qu'après Harold Badibanga, il faut stabiliser ces zones là où il y avait des conflits, permettre le retour des réfugiés, après peut-être désaffecter ces camps. Ceux qui étaient militaires, les affectés au programme DDR, on sait quand même comment ça fonctionne. Ça, c'est de la théorie. On sait qu'en République démocratique du Congo, un pays riche en minerais aujourd'hui, lorsqu'on intervient avec on gagne 10. Ça, on le sait. Ce sont les mêmes humanitaires, ce sont les mêmes casques bleus de la MONUSCO qui ont assisté à volonté, avec sourire, à la prise de la ville de Goma par les troupes du CNDP, accompagnant même. Mais lorsqu'on questionne... semble-t-il, s'il faut revenir, ils n'avaient pas mandat pour intervenir à l'époque. Non, je sais que depuis le début de la MONUC qui est devenue la MONUSCO aujourd'hui, la mission principale de cette mission, s'il faut que je me répète, c'est la protection des civils. C'est différent, cette protection des civils, de l'application du chapitre 7 qui nécessite que le Conseil de sécurité des Nations Unies siège. Voilà pourquoi je dis que ces gens sont venus parce qu'ils savent que c'est une affaire du business. Les humanitaires dont vous parlez ne sont pas différents par rapport à ce qu'ils ont fait des casques bleus de la MONUSCO qui, à plusieurs reprises, ont été appréhendés en train de vouloir décoller pendant qu'il pleut,
avec des minéraux. Appréhender pendant qu'ils sont attendus là où il y a des zones rouges, avec des tenues, des interamoués dans leur sac. Appréhender en train de faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas venus en République démocratique du Congo. Vous contestez à ce jour le travail des Nations Unies, de la MONUSCO, carrément en République démocratique du Congo. À vous entendre dire. Je ne conteste pas, mais je veux que ça soit dit en termes de graduation. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Et aux côtés de la République démocratique du Congo, par exemple, quand il s'agit de guerre, qu'est-ce que les FARDC ont fait? Il ne faut pas qu'on fasse gober à nos compatriotes que lorsque la rébellion du M23, de CNDP ont été éradiquées, c'était la MONUSCO, faux en majuscule, parce que je rappelle ici que lorsqu'il s'est agi d'attaquer les positions des FARDC avec l'opération Pomme Orange initiée par le commandant suprême des forces armées de la RDC, la communauté internationale était en désaccord. Elle a exigé que nous commencions par les FDLR. Et c'est lorsque la communauté internationale a même dit nous ne vous accompagnons pas. Mais lorsque, je finis par là, c'est très très important. Lorsqu'ils se sont rendus compte que l'opération lancée est en train d'exterminer la rébellion, alors corps des défendants, ils ont fait un semblant d'accompagnement. Parce qu'ils se disaient la victoire des FARDC seuls risque d'être une victoire des Congolais. Ils ont fait Harold Badibanga, la conférence de Genève, vous reconnaissez quand même qu'il y a des problèmes, la RDC, même si vous parlez en termes de business ou là où on parle d'assistance humanitaire, la RDC durcit tout de même le ton. J'ai entendu la Zado dire que la RDC devrait accepter d'y participer parce qu'il y a des Congolais qui ont besoin d'avoir cette assistance humanitaire, qui sont en déplacement interne, et puis il y a des réfugiés qui sont dans des pays de la sous-région, dans des pays voisins, et comme il y en a aussi des pays voisins, notamment des Burundais, des Centrafricains, des Soudanais qui sont des réfugiés ici en RDC. Patrick Kerry, il faut d'abord dire trois petites choses. La première, c'est que c'est ceux qui pensent montrer à ceux qui ne savent pas qu'ils sont là pour le bien des Congolais qui sont à la base de ces déplacements massifs. Ça, c'est de un. J'ai toujours dit qu'en relation internationale, toute guerre est économique. Il faut qu'on nous dise l'origine de toutes ces guerres. Elle est connue. Malheureusement, je ne suis pas venu ici pour parler des origines de toutes ces guerres. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas qu'on fasse comprendre à nos compatriotes qu'au nom du manger, on peut hypothéquer toute une nation. Je suis père de famille. Je suis capable de nourrir mon épouse et mes enfants à la limite de mes moyens. Mais il ne faut pas que quelqu'un qui peut penser qu'au-delà d'un sac de riz, au-delà d'un sac de farine, il peut m'en donner 10, il peut venir et me commander mon épouse et mes enfants. Je vais dire non, et c'est même ça le sens élevé de responsabilité. La troisième des choses, il ne faut pas que j'ouvre une boîte à Pandore ici. Lazado a dit, telle organisation de la société civile a dit, vous savez, Patrick Kerry, qui finance toutes ces organisations? Ce ne sont que des relais de ceux qui les nourrissent. Restons dans ceux qui sont dans le besoin, Harold Badibanga. Ceux qui sont dans les besoins. Internes, ceux qui sont dans les réfugiés, qui sont en Angola, qui sont peut-être de l'autre côté, je peux dire, en Angola surtout. Ça, jusque-là, il y en a beaucoup plus qui sont en Angola. Des déplacés internes. Ceux-là qui sont dans le besoin. Je ne dis pas ici, et je le reprends peut-être pour la dernière fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le degré d'aggravation de ce... C'est reconnu, c'est reconnu par ceux qui le disent. C'est reconnu. La RDC, on sait, nous sommes à l'étape où c'est reconnu, la RDC a contesté. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un rétropédalage. On l'a dit ici. Mais aujourd'hui, si les humanitaires estiment que ces gens sont dans le besoin, la RDC a des chiffres, on le sait, loin des peut-être 4 millions présentés, la RDC parlait peut-être autour de 300 000, ceux qui sont dans le besoin. Mais ces gens continuent d'être dans le besoin. Il faut intervenir. Mais là, on risque de poser la question, que fait le gouvernement maintenant? Parlons du besoin. Voilà. Est-ce que ces humanitaires ont dit eux-mêmes clairement que le gouvernement de la République n'a rien fait? Non. De deux,
est-ce que toutes ces organisations qui sont pratiquement le relais aveugle de ces humanitaires vous ont dit que nous étions dans tel coin, le gouvernement de la République n'a rien fait? Je dis non. L'effort qui est fourni ici, c'est de démontrer que le gouvernement ne fait rien. Parlons de déplacer du Grand Kasaï. Si la Commission électorale nationale indépendante s'est mise à travailler pour enrôler les gens, c'est parce que la quasi-totalité de ceux qui étaient allés en Angola du fait de la guerre des Camerounais sont rentrés. Non, mais le gouverneur Denis Kamba, il reconnaît quand même qu'il y a sur 30, peut-être plus de 30 000 qui étaient partis. De l'autre côté, il y en a quand même plus de 20 000 qui sont retournés. Il en reste encore de l'autre côté. Est-ce que sur les 30 000, quand les 20 000 retournent, ça veut dire, est-ce que vous ne savez pas que parmi ceux qui ne sont pas rentrés au Kasaï, il y en a qui carrément ne sont pas dans la situation telle que présentée ici, mais qui se sont décidés délibérément de ne pas rentrer au Congo. Il y en a toujours. Alors, il ne faut pas que ces malais-là se penchent sur un chiffre de ceux qui sont partis sans vérifier clairement qui veut rentrer et qui ne veut pas. Parce que si la situation était tellement grave qu'on nous la présente ici, mon cher ami, je ne verrai pas 20 000 rentrés sur 30 000. Ça, c'est de un. De deux, est-ce que vous savez que lorsque la mission de soi-disant humanitaire est allée en Angola pendant que tout le monde était encore là, beaucoup de ceux qui ont répondu à des questions de ces soi-disant humanitaires, on leur a imposé des réponses. Est-ce que ça se passe comme ça en relation internationale? Il fallait commencer par le gouvernement de Kinshasa. Vous échangez avec lui, vous constituez une commission d'ensemble, vous descendez en Angola. Mais descendre en Angola, prendre des témoignages fomentés de toutes pièces, les ramener, je ne sais pas moi où, enfin les amener à Genève pour faire que le gouvernement de la République y aille à genoux, pratiquement en acceptant des mensonges, ça c'est ignorer que nous sommes un grand pays. Ne vous inquiétez pas, Harold Badibanga. Je ne m'inquiète pas. Le gouvernement n'ira pas à genoux, ça on le sait. On a vu la réaction de Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a vite réagi. Mais la réaction d'hier, par exemple, il a gardé une certaine ouverture. Oui, on le sent aujourd'hui. Je répète que le secrétaire, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est en visite en RDC. Il a été reçu par le Premier ministre, par le vice-ministre de l'Intérieur, par le président, le chef de l'État également en ce jour. Oui, il demande à la RDC, disons, de participer. Il parle du dialogue, qu'il faut encore dialoguer. Je l'ai dit tout à l'heure, il a même reconnu que certaines réclamations de la RDC sont fondées. Mais aujourd'hui, cette conférence sans la RDC, j'ai comme l'impression que cette conférence n'aura pas aussi beaucoup de sens sans la RDC, puisque vu le tableau présenté. Moi, je problématise toujours. J'ai dit qu'il s'agit ici de la souveraineté d'un État, elle ne se négocie pas. Je n'ai pas besoin de vendre tout de moi-même parce que je dois manger ou pas parce que je dois nourrir mes enfants. Non. Ici, le problème, c'est que c'est de la diplomatie. L'ouverture, c'est un atout important dans la diplomatie en relation internationale. Le gouvernement de Kinshasa n'a pas dit « je n'y viendrai jamais ». Non. Le gouvernement de Kinshasa exige que tout ce qui a été dit de faux sur lui soit retouché de manière claire pour ne pas continuer à salir l'image de la République à travers le monde. Ça, c'est de un. De deux, il faut que l'on comprenne ici qu'il s'agit d'une situation dans laquelle le chat se croit chien et le chien se croit chat. Et pourtant, Émile Bongeli est clair, nous sommes passés d'un État bébé à un État responsable. Un État responsable, c'est celui qui sait vous ramener à comprendre que vous devez échanger avec lui d'égal à égal, surtout qu'il s'agit de situations sérieuses qui concernent la République. Mais je me pose comme ça la question, je raisonne à haute voix. Pourquoi cet acharnement? Vous voulez
m'aider avec quelque chose, je refuse votre aide. Alors, vous envoyez même quelqu'un chez moi pour me supplier d'accepter de venir prendre une aide. C'est un cadeau empoisonné. On va terminer. Le 13, c'est dans pratiquement combien de jours? Dans une semaine. Oui, je sais que, comme on a dit, le dialogue continue. Serez-vous surpris de voir la RDC finalement y prendre part après que les choses aient été clarifiées, puisque c'est ça la clarification, requalifier le statut de la RDC en termes de crise, en termes de niveau de gravité de crise, en termes de catastrophes, comme on l'a dit tout à l'heure, des catastrophes généralisées. Je ne serais pas surpris parce que en philosophie du langage, on dit que le dialogue est un agent pacificateur de conflits interhumains. Et je ne serais pas surpris parce qu'en rejetant, en refusant plutôt sa participation à ces assises, la République démocratique du Congo a posé des préalables. Si jamais en face d'elle, les acteurs qui y sont répondent effectivement à ces préalables-là, je ne serais pas surpris. Mais une chose est certaine, je ne vois pas mon pays aller négocier avec des menteurs sur une situation connue à travers l'échiquier international, que la situation aujourd'hui en Libye, la situation aujourd'hui en Syrie, est plus grave que celle qui se passe en République démocratique du Congo, et quand même un bébé de 2 ans, lorsqu'on lui demande de classifier, et il ne peut même pas fournir un petit effort. Il dira clairement, non, si vous avez une aide, intensifiez-la, plus en Libye, où aujourd'hui, même si on pose la question à des talentueux journalistes, aujourd'hui, c'est qui le président de la Libye, ils seront incapables de citer un seul nom. Alors, vous voulez vous hasarder comme ça à prendre la RDC, la Syrie, la Libye, à placer sur un même pied? Non, c'est du mensonge. C'est une façon de prouver qu'il y a quelque chose derrière la tête. Donc, la nuisance contre le pays de Lumumba et de Kabila. Comme l'esprit de Lumumba continue, voilà pourquoi il y a ce quiproquo. Harold Badibanga, merci d'avoir été de nôtre ce soir. La conférence humanitaire de Genève, on le sait, c'est le 13 avril. La RDC a dit non, n'y prendra pas part, puisqu'elle a été classée, il faut le rappeler, niveau de gravité L3, donc niveau de crise, disons de catastrophe extrême et de gravité, c'est ça le terme. La RDC dit non, mais ce rétropédalage, on l'a senti également du côté des Nations Unies, rétropédalage, et qui appelle au dialogue. La RDC y prendra ou il ne prendra pas part. Jusque hier, là où il se trouve, non, ce matin, du côté d'Azerbaïdjan, se trouve le vice-premier ministre Cheo Kitundu, donc des Affaires étrangères. Il a gardé la position de la RDC. Pendant ce temps, il faut le rappeler, et que Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, poursuit son séjour en République démocratique du Congo. Il doit se trouver déjà du côté de l'Est. Nous attendons, il reste encore une semaine. La RDC y prendra ou il n'y prendra pas part. Harold Badibanga reviendra sûrement, et peut-être sur ce plateau si la situation évolue. Merci d'avoir été notre invité de ce soir. Je vous en prie, Paty. Voilà, j'ai annoncé tout à l'heure justement ce combat. Oui, c'est donc samedi, Pullman Hotel, une grande soirée de combat de boxe. Il y aura 2 combats, 2 poids lourds, 2 ceintures, donc WWPC, l'Argentin Fabian, oui, qui détient la ceinture, mais du côté des ceintures IBO, c'est le boxeur congolais Rocky Kaleng, dans la catégorie donc lourd, et l'Argentin qui sera accompagné de son entraîneur, qui est également athlète. Donc le combat, c'est demain. Lui, il combattra Maroy Sadiki, lui qui détient, et il faut le dire aussi, la ceinture. Donc nous saurons plus de détails demain soir, mais pour l'instant nous serons sur ce plateau avec Jean-Marie Salawa. Il est vice-président de la Fédération congolaise de boxe. Il est également donc chargé de marketing. C'est un grand événement, il faut le dire. Les caméras du monde seront braquées sur la République démocratique du Congo. Ça ne sera pas, oui, de même ampleur qu'en 74. Le Rumble in the Jungle, ça sera un peu différent, mais il faut le dire que les caméras, c'est un combat international, 2 combats internationaux. Soirée donc demain pour l'instant. Notre invité, oui, Jean-Marie Salawa, dans un instant.